Bonjour Marlene, Bonjour. merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Ça me fait plaisir. Dis-nous qui tu es, où est-ce qu'on est, Ouais. et tout le chemin que tu as fait pour en arriver là, parce que c'est vraiment magnifique. Donc Merci. je te laisse vraiment t'exprimer. Ben écoute, c'est à l'image de qui je suis. J'ai les cheveux roses, hein, fait que c'est sûr qu'il fallait que tu t'attendes à ce que ce soit coloré. C'est vrai. Je m'appelle Marlene Gingras. Je suis dans le secteur de Sherbrooke en Estrie. Donc là, on est dans je sais plus comment l'appeler. C'est plus un secteur. Là. Avant, c'était un arrondissement. Je pense que c'est arrondissement Bromptonville. Donc dans Sherbrooke même. Et on est à la clinique Axe Santé. On a changé de nom récemment. On va en parler tantôt ensemble. Mais donc, on est dans ma clinique actuellement. On est sur 2 étages, 2 paliers pour ceux qui ne connaissent pas la place. Là. Donc là, on est dans les dessous de Axe Santé où on avait nos cours de groupe avant. On en fait encore, c'est juste qu'ils ne sont plus ici. Moi, en tant que personne qui je suis native de Rimouski. Mais on est arrivé quand même, j'avais un an ici, là, fait que je peux pas dire que je suis une Rimousquoise, je pense. Je suis surtout une Sherbrookeoise. Qui je suis? Ben écoute, je suis une fervente sportive. Je pense que tu m'as vu un peu aller. Donc, je suis une amoureuse du sport depuis que je suis toute petite. Moi, ma conséquence quand j'étais jeune, c'était de me rentrer en dedans. Donc, j'aimais pas mal de choses. On jouait au soccer base, je sais pas si tu connais ça. Non. Soccer base, c'est comme le baseball, mais avec les pieds. Fait qu'il y avait des buts, puis on faisait ça en plein milieu de la rue. On jouait au hockey en plein milieu de la rue. Fait qu'on était de cette génération-là. J'aimais aussi, je suis une passionnée, j'aimais aussi faire des bracelets brésiliens. Tu vas trouver ça drôle que je te parle de ça, mais c'est parce que ça a un lien avec mon entreprise. Je faisais des bracelets brésiliens, puis avec mes amis, surtout une de mes très bonnes amies, on vendait ça sur le bord de la rue. Fait qu'on vendait ça à des cents. On calculait 1 cent de l'heure pour comment ça nous prenait de temps de faire le bracelet, puis on chargeait du fil. C'était extraordinaire. Déjà entrepreneur. C'est exactement ça. Exactement ça. Fait que déjà, j'aimais faire de l'argent avec ce que je créais. Tu sais, c'est par après que j'ai compris, mais j'ai aucun entrepreneur dans ma famille. Fait que ça a été vraiment plus de mon cœur, je pense, que je suis devenue entrepreneur. Et donc, moi, je suis une joueuse de hockey. J'ai commencé à 7 ans. Il n'y avait aucune fille dans le hockey quand j'étais jeune. Fait que ça a été long avant que je commence parce que mon père ne voulait pas que je m'inscrive, tout simplement. Son petit bébé, je suis le bébé de la famille, son petit bébé fille qui voulait jouer au hockey. C'était plus ou moins bien vu, mais finalement, il m'a laissé partir parce que je lacets à chalet. Après quelques années, il m'a dit « Ok, c'est beau, tu vas jouer au hockey. » J'avais des lacets roses. Fait que tu vois, ma personnalité était déjà un peu là. Lacets roses, j'avais du tape rose aussi. Fait que tout ça pour te dire que dans le fond, j'ai toujours été sportive. J'ai toujours aimé le plein air. Et je me suis toujours aussi très impliquée au niveau de la communauté. Pour moi, c'est important. Je pense aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis peut-être une hypersensible. Je suis très à l'écoute des gens. Je réagis beaucoup aux émotions des gens. J'avais souvent des mal intérieurs à cause de la peine des autres. Je me suis impliquée dans les comités environnementaux à l'école, les comités pour l'organisation d'événements, les balles, toutes ces choses-là. J'ai toujours été très active, mais j'étais quelqu'un de très gêné. Ça n'a pas l'air de ça aujourd'hui. J'étais vraiment gênée. Tu rencontrerais quelqu'un du secondaire, puis peut-être que s'il nomme mon nom, il ne saurait même pas je suis qui. Là. Ouais. Peut-être parce que j'étais impliquée dans tout, mais je n'étais pas non plus au devant de tout le monde. Par timidité, je pense. J'avais peur d'être jugée ou j'avais peur du regard des autres parce que je pense que j'avais déjà beaucoup de talent de communicatrice parce que j'animais devant une foule, j'étais excellente. Mais avant de le faire, j'étais toujours très nerveuse parce que je me disais, bon, est-ce que je vais me faire juger dans ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire les bonnes choses? Fait que c'est un peu mon parcours de jeunesse. Et rendu au secondaire, je savais déjà que je voulais m'en aller dans le domaine du sport, de la santé. Et je continuais vers le hockey. Donc, j'étais au sport-études de hockey au Triolet. D'ailleurs, je fais partie de l'histoire du Triolet. C'est un beau moment de ma vie. J'étais la première fille à m'inscrire au sport-études de hockey avec que des hommes. Au début, ils m'ont dit non, un peu comme quand j'étais jeune avec mon père. Au début, ils m'ont dit non. Fait que secondaire 1, je ne l'ai pas fait. Secondaire 2, ils m'ont accepté en me disant, et ce coach-là a marqué ma vie, il s'appelait Jude Vallée. Il a été coach du Phoenix à Sherbrooke. Je ne sais pas si tu connais le Phoenix. Oui, bien sûr. Il a été coach, puis il m'avait dit, OK, on va te prendre, mais tu vas être un homme pour moi. Okay, ça voulait tout dire. Il va te considérer comme un homme, il n'y aura pas de traitement de faveur. Oui, exactement. Ce qui fait que j'ai toujours baigné dans le milieu masculin, beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis une personne d'action aussi, que je suis très émotive, mais très rationnelle, très scientifique. Tu sais, le côté masculin, c'est un peu ça, hein? La rationalité, l'organisation, pas trop, mais tu rentres pas trop dans les émotions.
Fait que longtemps, je me suis coupée un peu de ça parce que j'ai été dans ce domaine-là, puis parce qu'on m'a demandé d'être un homme carrément quand j'étais au secondaire en sport-études. Puis mon frère était en sport-études, puis il m'a beaucoup protégée, il m'a beaucoup aidée parce que dans notre première pratique, je me souviens, je rentrais dans ma chambre, j'avais ma chambre à moi toute seule, je broyais carrément, littéralement, parce que j'emmagasinais tellement de stress, de pression que je le montrais pas. Mais rendu dans la chambre, là, j'explosais, puis mon frère le savait un peu. Fait, il m'a aidé au travers de ça. Fait que ça, c'est mon secondaire. Je suis rentrée après ça au collégial, au hockey féminin cette fois-là. Donc, j'ai commencé à Trois-Rivières et c'est là que mon parcours a commencé pour vouloir aller travailler dans le volet plus thérapeutique parce que malheureusement, je me suis blessée. Donc, ça arrive à tous les sportifs. J'en faisais beaucoup et pendant un match, je suis défenseur, j'ai reçu un plaquage, mon genou a tordu. J'ai eu un problème de genou qui a fait que pendant un an, je n'ai pas pu jouer au hockey et ça a été très difficile parce que j'ai toujours été super sportive et là, on me disait de rien faire. J'ai consulté chiro, physio, qui faisait pas grand-chose. Puis à un moment donné, je me suis mis à m'intéresser à l'ostéopathie, mais je connaissais pas ça. Puis c'était pas très in non plus là, dans ces années-là. On retourne, ça va trahir mon âge, mais on retourne quand même plusieurs années. Je dirais pas d'années. On retourne, 15 ans en arrière, il n'y avait pas beaucoup d'ostéo quand même. Et c'était encore un peu ésotérique, l'ostéopathie. Fait que je me suis blessée, puis pendant un an, j'ai consulté tout bord, tout côté. Mais j'ai pas non plus nécessairement rencontré un ostéo qui m'a marqué parce que mes parents m'emmenaient tout le temps chez le chiro, tout simplement, c'était ça qu'on utilisait. Fait que j'ai réussi à me guérir un peu par moi-même avec des exercices, avec des choses qui me faisaient du bien, que j'allais juste chercher par internet puis par mon instinct finalement. Et après ça, j'ai continué dans le collégial. Puis ma dernière année, j'ai décidé, en fouillant par internet, que ce que je voulais faire, moi, c'était travailler toutes les sphères du corps humain. Parce que le chiro avec les os, il n'y avait pas de capable de rien faire pour moi. Le physio avec ses muscles, il n'avait pas été capable de rien faire pour moi. Fait que fouille. Puis j'arrive chez mes parents et je leur dis, écoutez, moi je vais être ostéopathe. Mon père est un personnage. Il m'a dit, hostie quoi? Là j'ai dit, ostéopathe. Et moi, je suis dans une famille classique, faut aller à l'université. Puis là, quand j'ai dit, ça se donne dans une école privée, il dit non, il n'y en a pas question. Il dit, faut que tu ailles à l'université, il faut que tu fasses un cours qui est reconnu, l'ostéopathie, c'est pas reconnu. Il allait chez son chiro, il y avait des posters contre l'ostéopathie, c'était complètement ridicule. Fait que sur le coup, mon père a dit, il n'y en a pas question. Et là, moi, la petite Marilyn fait comme, mon père ne m'approuve pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder à l'université, qu'est-ce que je pourrais faire? Et j'étais sportive, fait que c'est là que j'ai décidé d'aller en kinésiologie. Et l'année que je m'inscrivais pour aller à l'université pour la kin, à Noël, c'est un beau moment de mon parcours, à Noël, ma famille avait décidé de m'acheter un squelette, giga squelette, que j'ai encore là, on ne pourra pas le voir, c'est plate, il est dans mon bureau en haut. Il manque des dents, il manque un bras, ça fait quand même 16 ans que je l'ai. Mais ils m'ont offert ça en me disant, garde, vas-y, en ostéopathie, c'est correct. Fait que j'avais pleuré tellement j'étais contente. Mais le petit côté en moi s'était dit, regarde, je me suis inscrite à l'université. Tu as plusieurs parcours que tu peux faire pour devenir ostéo. Tu peux rentrer directement, mais c'est dans une école privée, donc tu n'as pas vraiment un diplôme reconnu au Québec. Fait que je me suis dit, regarde, c'est correct. J'avais fait le choix de m'inscrire à l'université. Je vais m'en aller en kinésiologie comme supposé. Et je ferai mon cours après, tout de suite après. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé la kin. Puis ça a été une découverte pour moi parce que déjà, c'est sûr que je tripais dans le corps humain, je tripais dans le sport. Puis là, ça, la kinésiologie, c'est l'étude du mouvement. Fait qu'on s'entend que j'ai capoté ma vie. J'ai commencé à Trois-Rivières et j'ai pas super aimé le parcours parce qu'il n'était pas encore axé sur la santé autant que je voulais. Donc, j'ai transféré à l'Université du Québec, pas à l'Université du Québec, à l'Université Laval, à Québec. Et là, j'ai terminé mon parcours là. Puis aussitôt que j'ai terminé, j'ai eu la chance, parce que j'étais motivée et intense, d'assister à une étudiante en maîtrise, doctorat. Fait que je me suis super gros impliquée. J'ai vraiment développé beaucoup de compétences en kin. J'ai commencé à être travailleur autonome à ce moment-là parce que justement, je me suis tellement développée que je donnais mes propres entraînements privés, des cours de groupe, je me faisais engager, j'allais partout déjà. Puis j'ai terminé mon parcours et j'ai tout de suite entamé l'ostéo. C'est un peu mon histoire. Très rapidement, c'est un peu mon histoire. Puis quand j'ai rentré en ostéopathie, ça a été évidemment une découverte pour moi parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Fait que j'ai mangé mon cours, ça a duré 4 ans, c'est quand même intense là, comme parcours, mais fait que j'ai fait 3 ans d'université,
mon 4 ans d'ostéo. Avec mes enfants au travers, j'ai eu 2 enfants pendant mes études. J'ai fait une belle surprise à ma première année d'ostéo. J'étais enceinte quand j'ai commencé, mais je ne le savais pas. Fait que j'ai décidé de continuer quand même. Fait que ça a été un parcours quand même intense, fidèle à moi-même, parce que j'étais intense dans la vie, tu vas apprendre à me connaître. Quand j'ai terminé, ben, avant même de terminer, je savais déjà que je voulais avoir mon entreprise parce que j'ai tellement aimé la kinésiologie que je me disais, je peux plus faire un sans l'autre. Sauf qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Fait que je m'étais dit, ben, je vais faire les deux au début. Parce qu'en tant qu'étudiante, tu peux pratiquer un peu l'ostéopathie sans charger. Tu demandes aux gens de te donner ce qu'ils veulent, puis comme ça, tu peux commencer à mettre tes compétences. Puis j'étais déjà travailleur autonome, fait que je peux l'appliquer sur mes clients. Et donc en 2014, j'ai commencé à pratiquer officiellement en ostéo, en continuant quand même l'entraînement privé, les cours de groupe. Puis en 2016, ben, Action Santé voyait le jour. Sur un coup de tête, encore une fois fidèle à moi-même, j'ai vu ce local-là qui était alloué. Je travaillais dans un sous-sol chez nous. C'est pas cool de travailler dans un sous-sol, on va quand même le dire. J'ai aimé ça, c'était une belle expérience, travailler de chez moi, mais je voulais pas faire ça. Je savais clairement que je voulais pas travailler tout seul, puis travailler dans un sous-sol. Fait que quand j'ai vu le local, j'ai dit à mon conjoint de l'époque, écoute, je vais juste aller voir. Je suis allée voir, et quelques mois plus tard, je signais parce que ça avait été un coup de cœur. Puis je voyais bien la clinique à cet endroit-là. Fait que c'est comme ça que Action Santé a commencé. On a ouvert, en fait, j'ai ouvert officiellement au mois de juillet, il me semble 26 juillet, je suis en train de 26 ou le 16 juillet 2016, je pense. C'est un rôle d'adon. Et après ça, ben, on a poursuivi. Donc, on a commencé juste une kinésiologue avec moi et moi. Puis maintenant, aujourd'hui, on est rendu à, je le compte même plus. Donc, j'ai deux ostéopathes avec moi. Une massokin qui est kinésiologue et kinésithérapeute. J'ai une kinésiologue et j'ai une adjointe. Fait qu'on est, puis une biomécanicienne, c'est vrai, qui est en congé de maternité, c'est pour ça que des fois je l'oublie. Donc, on est rendu quand même 7 dans l'entreprise. On a eu plein de péripéties, mais ça va super bien. Puis 2023, on a décidé de changer de nom. Puis c'est pour ça que c'est rendu Axe Santé, je vais vous en parler tantôt, mais c'est un peu mon parcours entrepreneurial jusqu'à temps que j'arrive ici. Wow! Cool, hein? Ah ouais, vraiment. Ça a été intense. Ça a été intense, c'est rapide. Rapide, et puis on voit vraiment la dualité, pas la dualité, mais justement l'émotion de ton hypersensibilité qui va avec la fille intense, énergie masculine, et je trouve que ça se marie très bien. Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Puis je pense que j'ai une très grosse énergie féminine. Je pense que je l'assume pas. Puis je commence à l'assumer. Puis même dans mon cours, quand j'étais ostéopathe, en ostéopathie, on a comme deux approches différentes. On a le structurel, qui est pif paf pouf, tu rentres dans la personne. C'est ce que je fais. Donc tu vas vraiment traiter la structure dans le direct, que la personne sent très bien ce qui se passe. Et tu as l'approche qui est fonctionnelle, qui est très douce. Je ne sais pas si tu as déjà consulté un ostéo, mais très douce. Donc, c'est quasiment de la position des mains, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, dans le structurel, c'est que tu vas contre la lésion. Donc, la personne a une blessure, tu vas aller directement pour corriger la blessure, alors que dans l'autre, tu vas aller dans la facilité. Donc, si la personne a mal en allant vers la droite, ben, tu vas l'emmener vers la gauche. Et tu vas emmener le client à respirer dans cette position-là pour que les tissus relâchent tranquillement et que tu puisses aller dans la facilité. Quand j'étais aux études, j'avais un professeur qui s'appelle Carl Dufresne, je vais même le nommer, parce que sur le coup, on est des petites personnalités très différentes, mais lui, il était très fonctionnel et il m'avait toujours dit, puis à chaque fois qu'il était avec moi, il me disait « Tu as vraiment un don, puis c'est sûr qu'un jour, tu vas aller au-delà de juste la structure. » Puis je le croyais pas. Puis je disais toujours que, c'est sûr, je suis trop scientifique, je suis trop dans mes mains, je veux trop comprendre, je veux toujours trouver une raison à tout. Ce qui fait que je me suis beaucoup développée dans le structurel. Mais tu vois, tranquillement, je vois des choses et je sens des choses qui font que je m'en vais un peu vers le fonctionnel. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer et qui vont être expliquées, parce qu'attends, il y a toujours une explication par la science quand même, mais que c'est difficile à mettre physiquement sur une personne. Sauf que dans mes mains, avec l'expérience, ça fait quand même 8 ans que je fais de l'ostéopathie, dans mes mains, avec l'expérience que j'ai, maintenant je suis capable de dire, OK, est-ce qu'on est en lésion vraiment par le mouvement, par la posture, ou est-ce que je suis plutôt dans une émotion? Et est-ce que je suis plutôt dans un tissu qui réagit à quelque chose de l'intérieur? C'est un peu pour ça que j'ai développé les axes de la santé, au lieu de rester dans Action Santé. Parce que dans le fond, Action Santé, c'est un jeu de mots.
Donc, on a l'axe qui est la colonne vertébrale, la posture, donc l'axe de l'être humain, action pour le mouvement et des ions. Donc, les ions, ce sont des molécules libres dans le corps qui circulent. On veut créer du mouvement en ostéopathie. Donc, c'est un peu pour ça que j'avais fait le jeu de mots pour action aussi, le mouvement avec la kinésiologie, puis la santé globale. Mais dans le fond, je réalise que la santé physique repose toujours sur 3 axes, qui est la conscience. Moi, j'appelle ça les 3 C de la santé. La conscience, qui est l'état d'esprit, les émotions, les croyances, tout ce qu'on emmagasine, qui va aller impacter notre structure, puis on va en parler tantôt. On a le cœur, que moi, le cœur, c'est pas juste le cœur, c'est toutes les fonctions internes. Donc, on a la respiration, la circulation, la digestion, mais tout ça s'insère aussi sur notre structure. Donc, si par exemple, tu as une vive émotion qui se passe et que ton cœur contracte ou palpite rapidement, le cœur est enveloppé par une structure qui prend insertion sur ton corps. Puis là, ça devient cool, là. Fait que ça va faire réagir aussi ton corps sur ta santé physique. Et on a évidemment le corps qui va réagir à tout ce qui est extérieur. Ta posture, les mouvements que tu fais, si tu es immobile, si tu es inactif, si tu es actif, si tu es trop actif. Fait que j'ai décidé de diriger l'entreprise beaucoup plus vers ça parce que ça répond davantage à ma vision que j'ai finalement de la santé. Puis j'ai envie de développer une équipe qui va aller chercher toutes ces composantes-là. Actuellement, on a surtout des thérapeutes pour le corps, mais on n'a pas beaucoup pour l'esprit. Mais ça, j'en veux, des hypnothérapeutes, pour la digestion avec un naturopathe. Fait que j'aimerais ça greffer des professionnels, ce qui fait que le mot action santé, qui est très bon, ne correspond plus à où est-ce que je m'en vais avec l'entreprise. Puis c'est beaucoup plus simple, axe santé, à expliquer aussi que action, où des fois les gens ne comprennent pas nécessairement tout ça. Super. J'aime bien que tu aies fait la corrélation entre conscience, cœur, corps. Ouais. Parce que tu étais vraiment dans le mouvement, dans la posture, tu étais dans le physique. Ouais. Mais là, avec le temps, et puis en plus avec tout ce qui s'est passé au niveau mondial, je pense que c'est bien qu'on fasse la corrélation entre santé mentale, santé émotionnelle. Donc, c'est toi en évoluant qui a fait évoluer ton entreprise. Ben, c'est vraiment souverain. À un moment donné, on a beau vouloir expliquer avec la science, on a beau appliquer la science, comme je disais tantôt, il y a tout le temps une confrontation à « OK, mais pourquoi ça s'est désaxé? » J'utilise encore « axe ». Ce mot-là fait partie de ma vie. Pourquoi c'est désaxé au niveau de la structure si j'ai absolument rien de physique qui me l'explique? Fait que c'est en fouillant, puis en évoluant et en acceptant que je sens des choses depuis toujours dans le fond, mais que je n'étais pas nécessairement capable d'exprimer, mais qu'aujourd'hui, avec l'évolution que j'ai eue en tant que personne, avec l'acceptation de mon ouverture aussi, que je suis rendue à dire, OK, ben je vais y aller. T'sais. Parce que quand tu n'as pas les connaissances non plus, parce qu'on s'entend que la conscience, tu peux travailler longtemps à essayer de comprendre ça, les hormones, tous les liens biochimiques, c'est vraiment compliqué, là. Fait que ça m'a pris du temps déjà à comprendre tous les nerfs, le système nerveux. Fait que j'étais juste pas rendue là en tant que personne, en tant que thérapeute non plus. Puis là, aujourd'hui, à force d'en faire, je suis curieuse, puis je développe, puis je vois des choses aussi qui réagissent quand je le teste, que je fais, OK, ça va au-delà, dans le fond du corps. Ça va plus loin que ça. Puis on peut l'expliquer, même si c'est compliqué à expliquer, je suis capable de le faire. Puis même qu'il y a différents services qu'on offre maintenant, parce qu'on essaie de se lancer en ligne, comme plusieurs entreprises depuis la pandémie, et on a développé des super beaux programmes, comme par exemple le programme Poids Santé Choix Sensé, où des gens ont essayé tous les régimes, toutes les prises en charge avec des exercices intenses. Ils vont faire le tour, mais dans le fond, est-ce que ça ne viendrait pas de l'intérieur? Est-ce que ça ne serait pas les hormones, un débalancement par exemple hormonal qui fait que tu ne perdras jamais ton poids? Tu as beau avoir un équilibre, dépenses énergétiques, apport énergétique, puis de le mettre négatif, puis que tu n'en perds pas, qu'est-ce qui se passe en dedans qui fait que tu n'en perds pas? Fait qu'on veut vraiment aller chercher l'humain globalement. Arrêter de dissocier chaque système parce que c'est tellement tout relié. Puis plus qu'on pense. Oui, vraiment. Ouais. Ben, moi, ça tombe bien puisque c'est vraiment l'objectif de ma chaîne YouTube aussi. Oui. Qu'on puisse les entrevues de professionnels de la santé globale. Donc des fois, c'est un physiothérapeute, un kinésiologue ou un hypnothérapeute. Mais on fait toujours ce lien quand même avec le mental, l'émotionnel. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on va plus vers l'humain en tant que tel. Comme tu dis, on a essayé tous les régimes fameux qui te font perdre beaucoup de kilos.
Mais il y avait des personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids. Ouais. Et au lieu de s'auto-culpabiliser et s'auto-flageller en disant mon Dieu, j'arrive pas à perdre du poids, toi tu vas dans l'humain. On va voir ce qui se passe à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Tu vois. Notre slogan, c'est ça d'ailleurs, c'est centré sur l'humain. Je sais pas si tu l'avais vu ou si c'est un hasard. Ok, bien sûr. T'as fait tes fouilles là. Je fais mes fouilles avant. C'est bon. As-tu des exemples oui. de tout ce que tu vois parmi les personnes que tu vois, les humains que tu rencontres? Est-ce qu'il y a des pathologies qui reviennent? Est-ce que tu as des exemples de posture? Parce que c'est vrai que maintenant, on est définitivement tous comme ça, se recroqueviller à l'intérieur. Est-ce que tu as des exemples peut-être pour s'ouvrir ou... Oui, mais je peux te donner plusieurs exemples. C'est sûr que le mal du siècle, le stress. On va parler du stress. Le stress, dans le fond, on a une hormone qui s'appelle le cortisol qui va être sécrété dans notre corps qui ne vit pas de stress. Tu peux vivre du stress. Moi, je suis le meilleur exemple. Je suis une femme que tu regardes et que je stresse les gens parce que je vais très vite. Mais moi, je le gère. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans ma tête tout le temps, qui va avoir vraiment du stress avec l'anxiété, des trucs comme ça. Je ne vis pas ça. Mais j'ai un bon stress. C'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait rouler. Quand il y a un mauvais stress, par exemple, je sais pas moi, au travail, tu es incapable de soutenir ton équipe de travail ou tu n'es pas capable de soutenir toute la charge que tu as, la charge mentale, on en entend souvent parler. Si cette charge mentale-là fait que ça devient une boucle dans ta tête, ton corps va sécréter l'hormone du stress en répétition qui s'appelle le cortisol. Là, on peut partir loin, mais on ne partira pas trop loin parce que ça serait compliqué. Mais cette hormone-là, quand elle est sécrétée, va aller gérer d'autres hormones dans ton corps. Donc, c'est comme si ça envoie un signal ailleurs, par exemple, à le pancréas et le foie, qui vont métaboliser les glucides, qui vont faire que tu vas digérer tes glucides et pas accumuler de graisse. Si tu as trop de glucides dans ton corps le transforme en gras. Donc, si tu es en stress chronique et que tu essaies, par exemple, de perdre du poids, comme on parlait tantôt, ça ne fonctionnera pas. Parce que ton cortisol va toujours être en train d'inhiber, donc de freiner le métabolisme de ton sucre. Donc, tu vas toujours avoir du sucre sanguin. Si tu as trop de sucre sanguin, ton corps ne fonctionne pas bien, tu vas accumuler des graisses à répétition. Donc, ça, c'est un exemple plus interne. En externe, on peut avoir aussi, si par exemple, la posture, ça peut être dû à une posture de travail. Si tu travailles à l'ordinateur, OK. Par contre, cette posture-là peut être emmenée par quelque chose qui tire vers l'avant aussi. Fait qu'il faut réfléchir à ça. Est-ce que je me tiens comme ça parce que je suis incapable d'ouvrir? Ou est-ce que je me tiens comme ça parce que je suis pas assez forte posturalement en arrière? Ça, en évaluation, on est capable de le voir, nous, en tant que thérapeute. Et quand on évalue, je vais être capable de me dire, OK, si j'ai quelque chose qui me tire ici, j'ai mon cœur, j'ai mes poumons, j'ai mon œsophage qui peut être en lien avec ça. Quelqu'un qui fait des reflux gastriques, par exemple. Si tu as une mauvaise digestion et que tu as des reflux gastriques, ton œsophage vient prendre l'insertion sternum, clavicule, et ça va venir raccourcir les tissus et te tracter vers l'intérieur comme ça. Fait que c'est pas parce que tu as une mauvaise posture, tu n'es juste pas capable d'ouvrir. Donc ça peut être un autre exemple. Par contre, si tu fais du travail de bureau classique et que tu es mal positionné et qu'il faut tout le temps que tu avances, ça se peut que ça soit dû à ça aussi. Un truc classique là, pour aller faire une ouverture, parce que ça c'est un problème, et à la fin ça va être un de mes trucs, je pense que je vais vous donner. La respiration est primordiale dans toutes les postures du corps humain. Le diaphragme, c'est le muscle de la respiration, c'est comme une pompe dans ton corps. Moi je l'appelle le choc du corps. Un choc, tu sais quoi un choc? Oui. T'es française toi là? Oui. Des fois j'ai un langage vraiment québécois, et ça se peut que... C'est correct, je suis intégrée. Les amortisseurs. Oui, c'est ça, ça parlera peut-être plus au père. Oui, c'est ça, les amortisseurs. Dans un auto, on a un amortisseur, sur les vélos, on a des amortisseurs, on a la même chose dans notre corps. On est vraiment une machine en passant. On est interreliés, les morceaux sont tous reliés ensemble, et le diaphragme, c'est l'amortisseur dans ton corps. S'il ne fait pas sa job, tu n'amortis plus rien, tu as des douleurs partout. Douleurs chroniques, ça peut être des beaux cas. Quelqu'un qui a mal, par exemple, à l'épaule, à la hanche, aux pieds, souvent, ça va être les diaphragmes qui ne font pas leur job, qui ne font pas leur travail efficacement. Je vais parler des trois principaux. Là. On a le diaphragme respiratoire. Quand on inspire, lui, il va descendre. C'est ce qui fait que le ventre gonfle. Puis quand on expire, il va monter et expulser l'air vers le haut. Ça, c'est notre premier diaphragme. Le deuxième, qui est très important, c'est notre plancher pelvien. Tu connais ça? J'imagine que ça a dû en parler aussi dans d'autres épisodes. Donc, on a le plancher pelvien qui est vraiment à l'opposé du diaphragme. Ces diaphragmes-là, ils travaillent tous ensemble.
Fait que quand on inspire, j'ai dit le diaphragme respiratoire descend. Donc lui, tu comprends qu'il faut qu'il amortisse, donc il va descendre aussi. Puis à l'expire, ben, il va remonter. Lui, il fait toute la paroi de la sortie du bassin, donc les sphincters vaginaux, du pénis, anal. Donc c'est ce qui fait qu'on sortient. Quand on a envie puis qu'on serre, mais si tu as un bon plancher pelvien, ça va bien soutenir. Si tu as trop de pression abdominale, ça se peut qu'il ne travaille pas bien. Donc, si tu as des troubles digestifs, si tu as de la constipation, ça va augmenter la pression dans le ventre, donc augmenter la pression vers le bas. Donc, tu as lui et tu as le diaphragme aussi de la mâchoire, qui est dans le fond à la sortie dans notre gorge, qui est comme ça aussi, dans le sens opposé encore une fois. Fait en bas, ça fait une coupole vers le haut. En haut, ça fait un parachute classique là, vers le bas. Et lui, ben, c'est la même chose. Si on est désaxé au niveau de la mâchoire, ça va avoir un impact sur tous les autres diaphragmes. Donc, ça peut créer des dérèglements posturaux. Si, par exemple, ta mâchoire, il te manque une dent ou tu serres les dents, mais juste d'un côté, si ça désaxe, par exemple, à droite, bien, ça va faire des tensions musculaires tout à droite, aller comprimer la coupole de ton diaphragme respiratoire et descendre dans tes hanches. Ça peut faire un dérèglement à une hanche, juste parce que tu as la mâchoire pas en bon équilibre. Fait que ça, c'est des exemples posturaux. Mais bref, ces diaphragmes-là, et ça va être mon truc à la fin, c'est sûr, il faut qu'ils soient en santé physique. Il faut qu'ils fonctionnent bien. Il faut être capable de savoir où ils sont et comment les travailler pour être capable d'amortir toutes les tensions de notre corps. Fait que c'est la base de tout programme postural, selon moi, et de tout équilibre, tout axe au niveau de notre corps, ça part des diaphragmes. Wow. Fait que c'est des beaux exemples. Ah oui, on pourrait en faire à l'infini. Quelqu'un qui se fait une entorse de cheville, après ça, à la marche, à chaque fois que la personne marche, des ligaments, une entorse de cheville, donc les ligaments ont été trop étirés, ça revient jamais à sa taille normale, malheureusement. Ce qui fait qu'à chaque fois que la personne marche, bien, il va avoir une petite déviation qui va faire après ça une déviation au bassin. Puis là, c'est le même concept. Tantôt, je parlais de la mâchoire, mais là, ça va partir du pied et ça va monter, créer des tensions jusqu'en haut et dérégler la mâchoire, peut-être donner des maux de tête. Moi, j'aime toujours ça quand un client dit « Ah, je suis bon, mon ostéopathe, j'avais mal au pied, il m'a travaillé la tête. » Ça veut dire que c'est un bon ostéopathe. Pas tout le temps, mais en général. C'est vrai, t'entends souvent des gens « Oui, mais j'avais mal au genou, il m'a travaillé mon épaule. » Ouais, trouver l'erreur. Et c'est ça, mais c'est bien parce qu'avant, on soignait le genou qui avait mal. C'est ça. On ne soignait pas le autour, justement. Mais ça se peut que ça soit le genou le problème. C'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne aussi, c'est que c'est pour ça qu'il y a différents types de thérapeutes. Je veux dire, moi, quelqu'un qui arrive avec une blessure au genou, que j'évalue que c'est le genou le problème, et c'est pour ça que j'ai d'autres professionnels dans mon équipe. Est-ce que je peux dire un mot méchant? Oui. Je ne me ferai pas chier à traiter le genou. Je m'en fous de traiter le genou. T'sais. N'importe qui est capable de traiter un genou. Je vais l'envoyer en physio, je vais l'envoyer en kinésio, en massokin. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de traiter une douleur locale. C'est pas ma clientèle cible en tant qu'ostéopathe. Les autres professionnels, oui, puis c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde dans une équipe. C'est que quand moi j'évalue puis que je trouve que c'est local, je vais faire le premier traitement. À moins que le client veuille vraiment moi, ça arrive, mais je coûte beaucoup plus cher. Je vais le référer à un autre professionnel qui va travailler la même chose locale que moi. Alors que moi, l'objectif en arrière de ma prise en charge, c'est de trouver la source. Si la source, c'est juste le genou, je m'en fous un petit peu. Fait qu'on va aller vers un autre thérapeute qui va travailler d'autres choses. Oui, c'est ça. Chacun a sa place partout. Exactement. Et puis on trouvera toujours un professionnel qui nous convient. Sur ton site internet, il y a une phrase, parce que la santé physique ne repose pas que sur le corps. Mais sur quoi d'autre? Bien justement, sur les 3 C que je te donnais tantôt. Évidemment, la santé physique, aujourd'hui, on ne peut pas dire que si tu es actif et que tu bouges et que tu fais attention, que tu es en santé physique. Ça se peut qu'il y ait des choses métaboliques qui fassent, par exemple, si nutritionnellement, si la nutrition, si la nutrition n'est pas bonne, ça se peut que physiquement, ton corps réagisse à ça, que tu emmagasines on appelle ça du stress oxydatif, que tes cellules vieillissent prématurément, même si tu es super actif. Puis, il faut apprendre aussi à pas nécessairement googler tout le temps les choses. Et il y a une différence aussi entre nutrition et alimentation. Puis ça, les gens, ils l'oublient. Aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qu'on a dans notre marché public, qui est très santé, on n'a pas ce qu'il faut. Fait qu'on nourrit pas notre corps aujourd'hui, on l'alimente. On prend des aliments qui sont souvent transformés, qui vont être nocifs pour notre système, pour notre santé physique, et on les mange. Puis on oublie qu'on n'a pas ce qu'il faut. Fait que souvent, les gens, quand on demande « mais tu manges-tu bien? » Pour l'auto-guérison du corps physique, tu as besoin d'avoir tous les nutriments que tu as besoin. Mais si tu ne manges pas bien, si tu n'as pas ce qu'il faut, ton corps va rester physiquement malade, entre guillemets. Je ne veux pas dire malade, mais c'est un peu ça, un mal en point.
Fait que nutrition, c'est de nourrir tes cellules. La supplémentation est à la base aujourd'hui de ce qu'on devrait tout prendre. Parce qu'on ne mange pas assez varié, on mange transformé, et en plus, souvent, on s'hydrate mal et on va avoir du stress. Ce qui fait que la digestion ne se passe pas comme il faut. Ce qui fait que dans notre corps, on n'a même pas les bonnes molécules biochimiques pour fonctionner adéquatement. Fait qu'on est fatigué. Qui n'est pas fatigué? Ouais. On dit tout le temps qu'on est fatigué parce que notre corps n'a pas l'énergie nécessaire pour fonctionner une journée complète. Fait que, c'est un peu ça, la santé physique, c'est pas juste le corps, c'est aussi tout ce qui est autour. Les émotions, je parlais des émotions tantôt. Si tu as eu des grosses blessures, on va rentrer un peu dans ça, je n'irai pas trop parce que c'est pas mon expertise, mais ça m'intéresse beaucoup. Dans notre tête, on a ce qu'on appelle le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions. Lui, il va aller emmagasiner tout ce que tu vis qui est intense. Puis souvent, il se développe entre 0 et 7 ans, le plus gros, là, se passe là au niveau des émotions. Fait que si tu as vécu ça peut être une niaiserie, là. Souvent on parle de trauma, mais c'est pas des traumas. J'ai une hypnothérapeute qui me disait, tu sais, voit une petite fille qui est en train de manger du Nutella sur sa toast, son père arrive en complet, puis elle veut faire un câlin à son père, elle ouvre les bras, puis elle fait signe qu'elle veut lui faire un câlin, puis son père fait juste mettre la main, puis s'en aller. La petite fille peut vivre une blessure à cause de ça, son père la rejette. Bien sûr. Mais dans le fond, c'est juste parce qu'elle a les mains sales, puis lui qui s'en va travailler, il ne veut pas se faire salir. Mais la perception de cet événement-là peut faire que cette petite fille-là va avoir l'impression du rejet de son père. Et là, ça va avoir un impact après ça. Donc ça reste dans nos émotions, dans notre cerveau limbique, qui lui va emmagasiner ces informations-là et vont faire qu'on peut avoir ce qu'on nomme les croyances limitantes. C'est sûr que tu as déjà entendu ça, qui vont nous freiner aussi. Je sais pas, moi, tu as toujours voulu perdre du poids, et tu fais tout ce qu'il faut, mais tu abandonnes toujours avant. Mais ça peut venir d'une croyance que tu as, que dans le fond, je sais pas, moi, tu réussis jamais. Fait que tu as beau aller jusqu'au bout, quand tu étais jeune, tu allais jusqu'au bout puis tu avais des mauvaises notes. Ça, c'est mon exemple à moi. Donc, moi, je suis une ultra performante parce qu'il a toujours fallu que je travaille fort dans la vie. Fait que j'ai l'impression qu'il faut que je bûche, puis que finalement, je suis quand même bonne aujourd'hui. Je suis même excellente. Là. Je suis la meilleure ostéopathe, probablement en estrie. J'ai plus besoin de bûcher, c'est supposé être naturel, mais ça reste ancré dans mon cerveau parce que quand j'étais jeune, on m'a nommé TDAH, j'ai pas pris de médicaments, mais on a nommé que j'étais TDAH et que j'allais jamais aller loin dans la vie. Fait que je suis toujours restée un peu sur ma faim à dire, même si je travaille fort, on m'a dit que j'irais pas loin dans la vie. Fait que ça fait des patterns qu'on peut avoir comme dans la perte de poids. Quelqu'un qui veut perdre du poids, qui a toutes les bonnes intentions du monde, mais que s'il y a quelque chose en arrière qui fait que cette personne-là a envie de s'effacer, n'a pas envie d'être reconnue, mais ça se peut qu'elle garde son poids aussi à cause de ça. Fait que ça vient encore une fois toucher le physique, même si c'est une émotion qui est ancrée dans notre cerveau limbique, dans notre cerveau des croyances, dans notre cerveau des chocs, des traumas émotifs qu'on a eus. Fait que tu sais, c'est ce que j'aime un peu du corps humain, c'est que c'est une machine exceptionnelle, puis on peut aller dans tous les sens si on veut. Mais il faut être capable, c'est ça qui peut être délicat, de bien expliquer à la clientèle. Parce que justement, si j'ai quelqu'un qui arrive ici, puis qu'il a mal au genou, puis que je travaille le foie, puis que je fais juste travailler ça, puis que je dis pas qu'est-ce que j'ai fait, ça se peut qu'il me trouve louche, et ça se peut qu'il aille verbaliser ça à son médecin. Il dit, j'avais un problème de genou, mon ostéo, Marilyn Gingras, elle m'a dit que c'était mon foie le problème, puis elle m'a traité le foie. Ça se peut que je reçoive un petit appel du médecin. Parce que c'est pas vrai tu sais, je t'entendais nommer pathologie. Je dis, moi, si j'écris pathologie là, dans un de mes dossiers, là, je peux recevoir un appel de l'ordre des médecins. Là. On est rendu là aujourd'hui, puis c'est complètement ridicule. Excusez-moi aux médecins qui nous écoutent, mais je peux pas écrire symptômes. Tu sais, voyons, n'importe qui, t'es pas ostéo, tu peux parler d'un symptôme. Moi, si j'écris symptômes sur un reçu, ou si j'écris sciatalgie, qui est un pincement du nerf sciatique, si j'écris des termes médicaux, je peux être poursuivie. Mais un médecin peut dire, par exemple, que je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé, un client qui arrive avec un problème d'orteil et qui dit qu'il a la goutte, il peut me référer en disant qu'il a la goutte. Puis finalement, moi, je fais des tests et je ne lance pas la goutte tantôt. Tu es en train de faire une phlébite. Je pense que tu es en train de faire une phlébite, va-t'en à l'hôpital. C'est le cas. Et tu sais, je trouve ça complètement ridicule qu'on ait à faire attention aux mots qu'on utilise parce que les médecins ont décidé que nous, en tant qu'ostéopathes, on ne peut pas diagnostiquer alors que c'est pas vraiment ça qu'on fait. Je veux dire, quand je nomme une patho ou quand je nomme un symptôme, ça reste un symptôme. C'est de jouer avec les mots, je dis inconfort, mais tantôt je t'entendais dire pathologie, c'est pour ça que je parle de ça.
Mais quelqu'un que je dis que j'ai traité son foie, je reviens à mes moutons, je suis un peu TDAH comme ça. Quand je traite le foie de la personne, ça ne veut pas dire que la personne a une pathologie au foie, ça ne veut pas dire qu'il y a le foie gras, ça ne veut pas dire qu'il y a une incompétence du foie, pas du tout. Parce que ce qu'on traite en ostéo, c'est surtout ce qui enveloppe l'organe. C'est comme, nous on appelle ça des articulations viscérales là, en ostéopathie. Peut-être que je vais me faire lancer des roches par les ostéopathes en disant ça aussi, c'est pas tout le monde qui sait ça, mais c'est des plans de glissement des tissus. Tu as ton foie et tu as une enveloppe autour du foie, la capsule de Gleason, qui, elle, va prendre insertion sur la structure. Donc, nous, quand on travaille, on utilise la structure versus l'enveloppe de l'organe, mais c'est faux de dire que je travaille l'organe, parce que c'est pas vraiment le cas. Je l'aide à mieux bouger dans ses plans de glissement en fonction de tout le reste du corps, mais quelqu'un qui arrive avec, je sais pas moi, côlon irritable, là, qui est un diagnostic vide, mais c'est pas grave, je vais prendre lui vu que tout le monde connaît ça. Le côlon irritable, mais c'est pas vrai que je traite le côlon irritable. C'est un peu faux. Je vais aller maximiser le mouvement de l'organe via les tissus qui l'entourent, mais je ne vais pas traiter le côlon irritable. Mais encore là, on pourrait s'éloigner aussi du sujet avec le côlon irritable parce que c'est un diagnostic vide, parce que dans le fond, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Ils vont dire que tu as une inflammation chronique dans ton intestin, qui peut venir de plein d'autres choses. Ça peut être un cas intéressant aussi, ça peut venir du cerveau. J'enseigne en ostéopathie depuis l'année passée, puis je fais l'axe cerveau-intestin, qui peut être délicat parce que justement au niveau de la science, c'est quand même nouveau là, comme découverte, mais ils ont découvert que le microbiote, les micro-organismes de nos intestins réagissent à nos neurones et ils communiquent ensemble. C'est un peu comme si on avait des neurones dans le ventre. Oui. Fait que si tu as des troubles anxieux, si tu as des troubles dépressifs chroniques, si tu as peu importe la maladie psychologique que tu as, puis que tu as des problèmes au niveau neuronal, sclérose en plaques même, Parkinson, on peut partir large, bien ça peut même venir de ton ventre. Si tu as été constipé chronique ou si tu n'as jamais eu un bon microbiote intestinal, ça se peut que ça ait créé des lésions neurales au niveau de ton cerveau. C'est vraiment cool. Ouais. Ça peut être très intéressant aussi. On dit que c'est notre deuxième cerveau. Oui, ben maintenant, on va même jusqu'à dire que c'est le premier. Ouais. C'est ça qui est fou. Parce qu'avec l'alimentation, comme je disais tantôt, l'alimentation qu'on a aujourd'hui, on crée tellement de problèmes dans notre système, ce qui fait qu'on n'a plus de bonnes bactéries. Puis on ne prend pas tant de supplémentation parce que c'est encore un peu méconnu tout ça, mais ce qui fait qu'on n'a pas les bonnes molécules dans notre système digestif. Donc ça va entraver le système nerveux. Et quelqu'un qui a des troubles anxieux chroniques, il faudrait se poser la question, est-ce qu'il y a des intolérances alimentaires? Est-ce qu'il y a des reflux gastriques depuis je ne sais pas combien de temps qui fait qu'il y a trop d'acidité dans son système? Est-ce qu'en réglant ça, ça va régler haut? C'est des bonnes questions à avoir, puis je m'enligne dans ça parce que ça me fait triper. Je serais curieuse de faire des cas cliniques. On n'est pas rendu là en ostéo. Ça s'en va vers l'université tranquillement, mais ça serait vraiment cool qu'on puisse, ça commence à se faire, mais justement avoir des cas cliniques, comme dans toutes les médecines finalement. Oui, là, dire, OK, on va prendre des cas cliniques qui ont des troubles d'intestin et d'anxiété. On règle les troubles d'intestin. Est-ce que ça réagit plus que si on règle les troubles au niveau neural avec un médicament? Si on pouvait enlever des médicaments de notre routine médicale, de notre vision de la santé, et on réglerait beaucoup de choses. Là. Donc, c'est toutes des choses que justement j'ai appris puis que j'ai développées, puis à force de toucher, à force de connaître les humains, de parler, juste en questionnant maintenant quand je fais une ouverture de dossier, je touche même pas la personne, souvent je sais déjà ça va être quoi le problème. Je m'amuse à le faire, je le dis au client, je disais je pense que tu vas avoir telle affaire, mais on va voir quand je vais t'évaluer. Je ne veux pas me l'induire non plus, mais souvent, dans 80% des cas, juste en ayant fait le questionnaire, en ayant posé les bonnes questions, puis je pourrais te donner des exemples, je vais savoir c'est quoi le problème, sans avoir touché. C'est génial. Ouais. Donne-nous des exemples, justement. Ouais. Par exemple, je sais pas, moi j'ai quelqu'un qui arrive avec, je vais prendre une femme, j'imagine que ça doit être beaucoup les femmes qui nous écoutent. Surtout, hein, surtout les femmes. Alors, je vais prendre l'exemple d'une femme qui a eu des accouchements, donc qui a eu des bébés, et qui a des douleurs au dos, bas du dos depuis toujours, avec. Est-ce que je pars vers le haut ou vers le bas? Qu'est-ce que tu as envie? Avec des migraines, avec des maux de tête chroniques, ça peut être un classique. Et ces migraines-là ont commencé, elle avait des maux de tête avant, quand elle était jeune, elle a toujours fait des maux de tête, mais depuis les grossesses, elle fait maintenant des migraines, vraiment ophtalmiques, avec une douleur vers l'œil, puis avec des pincements là, sur la tête, on appelle ça des névralgies, excusez-moi les médecins, mais avec des douleurs vraiment référées sur tout le pourtour de l'œil. Donc cette femme-là a eu 2 accouchements, dont un qui a été une césarienne, parce que ça s'est mal passé. Donc, le dernier accouchement, elle a eu une césarienne.
Et elle n'a jamais massé sa cicatrice, on ne lui a jamais dit que c'était important. Puis en plus, elle me verbalise qu'elle a un peu des fuites urinaires, puis que quand elle est près de ses menstruations, depuis ses grossesses, on dirait qu'elle a systématiquement mal de tête. Peut-être que même toi, tu vois déjà le topo un petit peu. Oui, bah oui. Ça sent bien, hein? Donc, finalement, cette personne-là, juste en parlant, puis je ne rentrerai pas trop dans le dossier parce que déjà, on voit le topo, une cicatrice, tantôt je te disais que les organes, on va travailler les plans de glissement entre les tissus. Si on a une cicatrice dans notre corps, qu'est-ce que ça fait? C'est un peu comme si je prends ton gilet ou ton pantalon puis que je le tords, ça va tirer ailleurs. Donc, si sa cicatrice n'a pas été massée, et par exemple, si c'est à gauche, ben, je vais avoir une lésion dans les tissus qui vont faire que tout va être tiré vers la gauche. Qu'est-ce que ça va faire au niveau postural, ça? C'est qu'ils ont coupé l'abdomen, les abdos, l'utérus. Et l'enveloppe de l'utérus s'insère sur l'os qui s'appelle le sacrum dans le dos, qui est entre les gros os du bassin, là, celui qui reçoit la colonne. Donc le sacrum, tu as les ligaments de l'utérus qui s'en vont chercher le sacrum comme ça par derrière. Fait que si j'ai une lésion à cause de ma cicatrice ici, tu le vois le topo, ça vient tirer mon sacrum en bascule vers ma gauche. Et là, ça dérègle toute ma posture. Le centre de gravité passe par les pieds, va monter dans le sacrum, monter le long de la colonne et s'en aller vers la mâchoire au niveau de l'oreille interne. Donc, cette femme-là qui a une cicatrice, qui peut paraître banale, mon médecin m'a dit que c'était pas important. Évidemment, c'est pas important. Donc, j'ai pas massé, il m'a dit que ma cicatrice était belle, mais en dessous de la cicatrice par en dedans, s'il y a des adhérences, bien, on est foutu. Et ça vient faire un cas de dérèglement postural chronique à cause d'une adhérence tissulaire. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire basculer le bassin vers l'avant à gauche, vers la cicatrice. Donc ça va comprimer au niveau articulaire à droite. Et la colonne va être en enroulement pour compenser. Tu sais, la façon que ça marche, c'est si, mettons, ça tire ici, ça va faire ça. Pour compenser, moi, je ne peux pas marcher de même. Donc, mon corps va faire l'opposé en haut pour compenser. Donc, souvent, la personne va avoir un problème de mâchoire à droite. Et on a des nerfs qui passent à la mâchoire qui vont faire des douleurs référées nerveuses vers la tête, des migraines chroniques. Fait que, super bel exemple. Et en passant, c'est un classique, ça arrive vraiment souvent. Et ça peut être même pas une cicatrice. Si tu as porté ton bébé à droite toute ta grossesse et tu avais un gros bébé, puis ton utérus n'est jamais revenu à sa taille, ça peut avoir créé une lésion dans tes ligaments aussi au niveau de l'utérus. De là l'importance d'avoir une équipe parce que tu vas aller faire du renforcement musculaire. Tantôt, je te parlais de chevilles, de ligaments qui ne reviennent pas à la taille normale. C'est la même chose dans tout ton corps. Les ligaments de l'utérus ne reviennent jamais à leur taille normale. Donc, si tu as une petite torsion à cause que ton bébé était plus d'un côté et ton ligament était plus étiré, ça va te prendre du renforcement musculaire pour ramener ça avec une kinésiologue ou un physio, par exemple, qui donnerait les bons exercices en fonction de ce qui a été évalué pour stabiliser la posture à cet endroit-là. C'était ma question, justement. Est-ce que les personnes qui viennent avec cette pathologie-là, pardon, excusez les médecins, tu arrives à les remettre, enfin quand même à les remettre sur un bon chemin de posture? Oui. En général, oui. Ça reste qu'on a notre limite et c'est pour ça que j'ai des kinésiologues avec moi. Bien sûr. Et ça, c'est le défi du kinésiologue. Puis c'est ce qui a fait aussi, moi, que même quand j'ai étudié en kin, je me disais, wow, c'est extraordinaire la kin. Mais tu sais, je te donne des exercices, tu vas-tu les faire toute ta vie? Ouais, peut-être. Ça se peut que non. Non. Le problème qu'on a, c'est un peu ça, c'est qu'on va savoir quoi donner pour corriger cette problématique-là. Par exemple, si c'est un ligament, comme je te dis, c'est foutu. Tu as besoin de renforcement toute ta vie. Fait que faut trouver des méthodes pour que les gens comprennent ça et soient capables d'avoir assez d'importance, je vais le nommer comme ça, assez d'importance, qu'ils se trouvent assez important, que leur corps soit assez important pour dire je vais aller faire mes exercices. Parce que sinon, puis c'est ce qui est dur, je suis capable de prédire qui va faire des troubles plus tard. Avec la clientèle que j'ai, je veux dire, j'observe quelqu'un puis je vais dire ok, toi tu vas faire, excusez le médecin, de la discopathie dégénérative. Donc tu vas avoir des disques vertébraux qui vont s'affaisser tous dans le même sens si on ne corrige pas le problème. Fait que je suis capable de le prédire, mais est-ce que les gens sont prêts à faire des exercices, sont prêts à mettre du temps, c'est niaiseux là, 15 minutes par jour souvent, est-ce qu'ils sont assez importants, puis moi je trouve ça aberrant de dire ça, à chaque fois que je dis ça, je trouve ça poche de dire ça, mais souvent les gens ne les feront pas. Tu vas leur donner des exercices alors que tu es un professionnel, il faut faire confiance aussi au professionnel, tu es un professionnel, tu donnes des exercices spécifiques à une personne, il va les faire un temps, puis à un moment donné, il va arrêter. Parce qu'il ne voit pas les bénéfices court terme.
mais il faut les voir long terme. Puis c'est ce qui est dur, c'est d'inculquer aux gens que je connais assez le corps humain pour te dire que c'est ce qui va arriver. Fais-le, laisse-toi aller, puis c'est ce qui va arriver. C'est tough. C'est une notion aussi de se mettre en premier plan, d'être assez important pour se mettre en premier plan et de faire ces exercices pour toi, pour plus tard. Ouais, et c'est le pourquoi, hein? C'est ça. Ton pourquoi profond. Pourquoi? Par exemple, moi j'ai 3 enfants, fait que c'est sûr, j'ai pas dit que j'avais 3 enfants, j'ai 3 enfants. Je suis tellement partie dans ma business au début, j'ai pas dit j'ai 3 enfants, donc j'ai une grande de 11, une de 9, puis un petit bébé COVID de 2 ans. Et je pense que quand on est mère, notre pourquoi profond, c'est un peu ça. Je vais être capable de suivre mes enfants, je vais être capable de suivre mes petits-enfants plus tard. Si mon corps ne fonctionne pas, comment je vais faire? C'est le véhicule de ma vie. On dit toujours, et ça c'est ma phrase fétiche depuis quelques temps, on dit toujours qu'on a juste une vie. Mais si tu n'as pas le corps, là, tu peux pas vivre. Tu peux pas. J'ai eu quelqu'un dans mon entourage, une femme que je connais bien, que son mari est tombé de son lit, fracture cervicale, quadraplégique. Ça me donne des frissons quand je pense. Cet homme-là, top shape, 68 ans, il faisait du jogging, du hockey, c'est fini, là. Fait que c'est quoi que ça prend pour qu'on réalise que notre corps est important? Pas attendre d'être quadraplégique, là. C'est la même chose que la vie, on sait jamais ce qui nous parle au bout du nez. Mais si tu n'as pas le corps pour vivre ta vie pas ta vie. Tu fais pas tes rêves, tu fais pas tes aspirations. C'est ça, tu as une vie et tu as qu'un corps. Ouais. Donc, on prend soin. On peut en remplacer des morceaux, mais c'est pas fameux encore. La technologie n'est pas top encore. Justement, est-ce que pour finir, tu as une astuce ou tu as un conseil qu'on peut mettre tout de suite en place après la vidéo? Quelque chose de simple? Définitivement. La respiration, bien entendu. Je vais vous reparler des diaphragmes parce que c'est tellement simple à faire et c'est tellement important. Donc, comme je disais tantôt, ce sont les amortisseurs de tension de notre corps. La mâchoire, ça peut être aussi simple que d'aller se masser. La gymnastique faciale, là. Fait, aller mettre les doigts, on peut ouvrir la bouche et à l'endroit où ça ouvre, si vous sentez que c'est raide, juste masser en mettant une petite pression, des cercles dans un sens, dans un autre sens, vers le haut, vers le bas. Massez là. Avec les pouces, passez en dessous de la mâchoire, allez chercher des points sensibles, vous pouvez peser, vous pouvez glisser, comme ça. Donc ça, c'est pour le diaphragme de la mâchoire, très basique à faire tous les jours. Idéalement, là, ça prend 1 minute. Vous avez juste à faire 1 minute de massage de la mâchoire. Après ça, respiration. Moi, la meilleure façon que je trouve pour les clients, c'est de prendre une grosse serviette de plage, là. Tu la roules et tu viens de l'installer à peu près là, vis-à-vis, juste en dessous de la poitrine dans le dos. Tu te couches sur ta serviette, tu la mets vraiment à l'horizontale. Donc, tu la roules, tu te couches dessus, tu ouvres tes bras. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient ouvrir déjà d'avance. Ouais. Donc, tu ouvres les bras comme ça et tu viens amplifier ta respiration par le ventre. Très important, on essaie d'oublier les épaules. Quand on respire des épaules, c'est tous les muscles accessoires. C'est sûr, ça gonfle un peu, mais on ne veut pas trop. On veut vraiment que ça ouvre dans l'abdomen, puis tu expires, tu relâches. Donc ça, même chose, 1 minute. Fait qu'on a 1 minute ici, 1 minute ici. Plancher pelvien, là, c'est plus délicat. Tu peux aller faire quand même des points de pression. Donc, par exemple, couché, là, tu viens de faire ton diaphragme respiratoire. Tu peux aller chercher là, par l'extérieur, juste en suivant tes os. Tu vas à côté de ton os, petit point de pression. Ça a la louche, la caméra de même. Petit point de pression et de chaque côté. Donc ça peut aller le détendre. Si jamais tu connais bien le plancher pelvien pour les contractions aussi, tu peux le faire en suivant l'évolution. Donc, un plancher pelvien, c'est comme tous les muscles, il faut que ça soit souple, il faut que ça soit fort et il faut que ça soit endurant. Donc, tu as différentes façons de le faire, mais comme je disais, on peut aller le relâcher avec des points de pression et pour le contracter, il faut vraiment imaginer qu'on veut aspirer. Souvent, as-tu des enfants, toi? Non. Pas encore. Donc, à l'accouchement, on va aller pousser. Donc, pour les femmes qui ont déjà accouché, ils vont savoir qu'est-ce que je veux dire. On va pousser vers le bas. Mais le plancher pelvien, il ne faut pas pousser dans le contraire. Parce qu'on veut que ça soutienne. Donc, on va aspirer vers l'intérieur. Fait que imaginez votre sphincter vaginal pour les femmes ou au niveau du pénis ou autour du pénis et sphincter anal. On a des fibres qui s'entrecroisent, c'est ça notre plancher pelvien. Fait que quand on va contracter, vous devez sentir comme si vous voulez aspirer votre anus et votre vagin vers l'intérieur. Je donne toujours l'exemple de la carotte. Là. Carotte cuite, carotte crute. Tu peux imaginer que tu as une carotte au niveau du vagin. C'est là que je m'en vais. Au niveau du vagin, tu peux commencer par une carotte crue, qui est plus molle. Tu veux la couper. Donc, tu viens tracter comme ça vers l'intérieur. Je le fais en même temps. Comme ça. Si tes sourcils soulèvent, tu es à la bonne place. C'est une joke. C'est le lien avec la mâchoire. Génial. C'est une blague. C'est juste parce que souvent, on voit les femmes qui font des faces. Donc, essaie de ne pas serrer les fesses, essaie de ne pas serrer les cuisses. C'est vraiment en dedans. Là. Si tu sens la contraction qui aspire, tu es à la bonne place. Carotte crute,
c'est plus difficile. Donc, il faut que tu forces plus. Et tu peux faire l'ascenseur aussi. Donc là, ça, c'était plus de la force. Donc, de contracter en traction. Toujours à l'expiration. Important. Je ne sais pas si tu te souviens, tantôt, je te disais, quand on inspire, le diaphragme baisse. Donc là, on aurait de la pression sur le plancher pelvien. On ne veut pas. Donc, on va contracter pendant qu'on expire. Quand le diaphragme remonte, on aspire vers l'intérieur. Comme ça. Donc, à l'expire, on tire vers l'intérieur. Puis à l'inspire, on relâche pour le plancher pelvien. Et on peut le faire, comme je disais, avec l'ascenseur, de contracter doucement. Comme si on montait un étage, puis on redescend un étage. Et ce seraient mes 3 meilleurs conseils parce que ça va aller chercher vraiment tout le corps. 1 minute, massage de la mâchoire. 1 minute de la respiration par le ventre. Fait que vous pouvez tout faire coucher. Mettons le matin, le soir, ce serait une belle routine. 1 minute, massage de la mâchoire, respiration d'ouverture, point de pression, contraction. Ça fait 1, 2, 3, 4, mettons. 5 minutes par jour. Mettons 5 minutes, là, puis tu as les chocs en santé. Génial. Bon, ben, merci pour tout ça. Ça me fait plaisir. 2023 vient de commencer. Ouais. Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2023? Mon Dieu, de l'alignement. Ouais. Être sur mon X, je suis toujours sur mon X, mais pour ceux qui me suivent, qui vont écouter, on a eu, depuis la pandémie, je pense que pour plusieurs entreprises, ça a été très intense. Domaine du service, conditionnement physique, on était mal foutus dans les dernières années. On a vécu un déménagement, on est revenu parce que ça s'est mal passé. Alors, je souhaite que tout s'aligne, que les astres soient parfaits et je pense que ça va être bon parce que 2023, ça donne 7 quand on les additionne. C'est mon chiffre chanceux. Fait que je pense que ça va être parfait. Donc, d'aligner vraiment business, ma vision de la santé, la clientèle qui suit la vision, puis ma vie personnelle qui suit, ça va être parfait. Génial, merci beaucoup, Marie. Ça m'a fait plaisir.